あの皆さん、こんにちは、京都大学へようこそいらっしゃいました。私京都大学の西山と申します。後半のシンポジウムの司会をさせていただきます。後半は今松岡さんからお話ありましたように2つの報告を挟みまして、その後コメントとなり5時までの時間となっております。で第一の発題者のカステロッティ先生はフランソワ・ラブレ・トゥール大学の教授で、フランス語教育学、言語教育学、のご専門で、現在、京都大学に今月いっぱいまで客員教授として着任しておられます。でご専門は中でも幼少者に対するフランス語教育について、造形も深く、また初等教育、中等教育の学習者に対するポートフォリオの作成なども行われております。それではカステロッティ先生のご報告をお願いいたしたいと思います。Merci. Alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis heureuse de voir que des collègues au Japon s'intéressent à la question des migrants à l'intérieur de la société japonaise et réfléchissent sur les actions à mener pour favoriser une meilleure intégration de ceux-ci dans la société, notamment du point de vue des dispositifs à mettre en œuvre pour faciliter leur accès à la langue. Je m'appuierai pour ma part sur l'exemple de la formation linguistique des migrants en France, qui est la situation que je connais le mieux évidemment, pour poser très rapidement ensuite quelques interrogations qui me semblent pouvoir faire écho à d'autres questionnements construits dans d'autres environnements et avoir peut-être une portée plus générale. Donc du point de vue de la France, son action s'inscrit à l'intérieur des orientations européennes, tout en développant une politique liée à sa propre conception de l'accueil des migrants, qui est sous-tendue essentiellement par une philosophie intégratrice. Donc, les grandes lignes des orientations européennes, vous avez un petit document récapitulatif sur la feuille bleue, les 2 feuilles bleues qui vous ont été distribuées. Il faut tout d'abord rappeler d'un point de vue très général que le droit européen vise à interdire toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique dans différents domaines, dont notamment l'éducation. La politique en matière d'asile et d'immigration, jusqu'à une date très récente, a relevé uniquement des politiques de chaque État. Ce n'est que depuis 10 ans, le traité d'Amsterdam en 1999, que ce domaine relève de la responsabilité de l'Union, essentiellement du point de vue des conditions d'entrée et de séjour des populations migrantes. La question de la formation, notamment linguistique, commence à être discutée du point de vue de son importance pour l'intégration des personnes concernées. Mais il y a en la matière, comme vous pouvez le voir sur le document, de nombreuses disparités selon les pays d'Europe. Les objectifs communs portent actuellement sur l'amélioration de l'accès des immigrés et de leurs enfants au système d'éducation et de formation et considèrent comme prioritaire la formation linguistique pour les immigrés ainsi que leur participation à la vie civique, culturelle et politique. Un livre vert a été édité en 2008 portant essentiellement sur les questions éducatives. Toutefois, le Conseil de l'Europe, donc vous avez ici une explication, autre institution européenne qui œuvre dans le domaine de la culture et de l'éducation en particulier, a depuis plus longtemps commencé à réfléchir sur ces questions, tout d'abord du point de vue de l'accueil et de la scolarisation des enfants, puis plus récemment en réalisant un état des lieux et en développant une réflexion prospective sur la formation, en particulier linguistique, des migrants adultes, avec 2 séminaires organisés en 2005 et en 2007. C'est quelques extraits de ces travaux que je vais vous présenter très rapidement avant de présenter plus en détail la situation française. Donc, en remontant un peu dans le temps, il faut se référer à la Charte sociale européenne, 1996,
et à son article 19 qui, comme il est écrit ici, à propos des droits des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance, prévoit, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles, les parties s'engagent à favoriser et à faciliter l'enseignement de la langue nationale de l'État d'accueil, ou, s'il y en a plusieurs, de l'une d'entre elles, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Et deuxième chose, elle s'engage aussi à favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à ses enfants. Ce sont des orientations qu'on retrouve dans les orientations françaises. Je vous laisse un peu de temps pour lire. Donc, pour une concrétisation de ces orientations, j'ai choisi quelques extraits d'un texte programmatique présenté lors du séminaire de 2008 du Conseil de l'Europe et destiné à définir des recommandations du Conseil de l'Europe en la matière. Dans ce texte, Jean-Claude Béaco précise qu'une des caractéristiques des formations de langue destinées aux adultes, immigrants ou immigrés, est d'être organisées en parallèle ou en dehors du système éducatif national ou régional. Elles sont souvent confiées à des organismes officiels spécialisés, à des organismes associatifs ou privés, municipaux ou locaux, et les programmes de ces formations sont élaborés localement. La formation des enseignants qui y opèrent, qui peuvent être dans certains cas des bénévoles, dans certains cas des professionnels, on y reviendra, peut être très disparate, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans ces conditions, une approche holistique des questions de langue relatives aux immigrants et aux immigrés s'impose davantage encore que pour le reste des formations en langue. Elle implique donc des formes de coordination politique et technique au niveau régional et national, des standards partagés pour la construction des formations sous forme d'objectifs de référence ou de référentiels pour les formations, des maquettes d'examen et de certification partagées, et enfin, des méthodologies d'enseignement qui tiennent compte des cultures éducatives de ces nouveaux arrivants, c'est-à-dire de leur représentation de ce que sont l'école, l'enseignement, les enseignants, l'apprentissage, la réussite scolaire, les formes d'appropriation des langues considérées comme devant être privilégiées, etc. Ou de la méconnaissance probable aussi de toute culture scolaire de la part de certains apprenants adultes qui n'ont peut-être pas été scolarisés, qui l'ont mal été il y a longtemps, etc. Donc tout ce texte que je viens de vous lire est donc extrait du texte de Béaco. Vous avez les références bibliographiques dans la feuille jaune qui vous a été distribuée aussi. Donc en fonction de ces propositions, Jean-Claude Béaco propose un protocole explicite à mettre en œuvre pour réfléchir sur ces formations linguistiques aux travailleurs migrants en Europe. Vous avez sur toujours ce document jaune un tableau qui est sur les 2 pages que je vous ai reproduit en anglais pour qu'il soit plus facilement compréhensible par les Japonais parmi vous qui ne parlent pas français. Et où vous retrouverez, alors je ne vais évidemment pas le lire et le traduire parce qu'il est très long et que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais vous retrouverez toute la démarche qui est décrite avec cette proposition, avec ce protocole, depuis le choix des finalités éducatives au tout début, et donc l'identification des besoins à mettre en œuvre en fonction de ça, jusqu'à l'évaluation des dispositifs à la fin du processus et éventuellement des formes de remédiation pour faire évoluer le dispositif. Dans ce document,
Jean-Claude Béaco insiste aussi sur la nécessité de toujours lier l'intégration linguistique et l'insertion socio-culturelle des migrants en question. On en a déjà parlé un tout petit peu avec l'intervention précédente. Il précise aussi que tout ensemble de dispositions tendant à faire de l'acquisition d'une des langues de la société d'accueil une obligation administrative, assortie de sanctions éventuellement, peut produire des effets inverses à ceux recherchés et transformer un apprentissage linguistique indispensable en formalité à accomplir ou en objet de conflictualité interculturelle. Donc ça entraîne à réfléchir sur la manière dont ces formations peuvent être présentées aux migrants en question. Et enfin, il précise en conclusion que si un certain nombre de ces principes semblent partagés, il reste beaucoup à faire sur le plan concret de leur mise en œuvre, ce qu'on va essayer de regarder d'un tout petit peu plus près maintenant avec l'exemple français. Voilà, alors voilà l'exemple français, enfin le début. Donc, pour camper rapidement la situation, la France est le principal pays européen de destination des demandeurs d'asile, par exemple, et la France se place au 4e rang mondial pour l'accueil d'étudiants étrangers et compte environ sur son sol 5 millions de personnes considérées comme immigrées. Mais contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, il y a peu de migration temporaire de travail. Donc, il s'agit d'une migration d'ordre à la fois social et professionnel et qui vise pour l'essentiel une installation relativement durable. Pour réfléchir très rapidement sur les termes aussi, en France, du point de vue juridique, un immigré est considéré comme immigré une personne qui est née étrangère à l'étranger, qui est entrée en France en cette qualité, en vue de s'établir sur le sol français de façon durable. Un étranger, par exemple, qui est né en France, ne sera pas considéré juridiquement comme un immigré. Donc je crois que ça, il faut que ce soit clair pour comprendre un petit peu la politique en question. Il faut aussi rappeler rapidement que la France est depuis fort longtemps un pays d'immigration et que l'orientation majeure vis-à-vis de ce phénomène reste de manière stable l'idée d'une volonté d'intégration des populations migrantes qui sont considérées comme venant se fondre dans ce que Noiriel, historien de l'immigration, appelle le creuset français. La dimension linguistique de cette intégration se pose donc aussi depuis quelque temps de manière accrue. Alors c'est surtout, comme il est écrit ici, depuis les années 70, que la France a commencé à se poser la question d'une politique de formation, en particulier linguistique, en s'intéressant dans un premier temps aux enfants nouveaux arrivants scolarisés à l'école française, en sachant que, contrairement au Japon, les enfants étrangers ont une obligation scolaire en France. L'Éducation nationale a mis en place à cet effet, au moyen de plusieurs circulaires et dispositifs, différentes procédures destinées à favoriser l'accueil scolaire des enfants et adolescents et leur accès à la maîtrise de la langue française. Je n'y reviens pas puisque ici on traite aujourd'hui plus spécifiquement des migrants adultes. Donc pour ces derniers, dans les années 60 et 70, sous l'impulsion d'un certain nombre de militants politiques, syndicaux, associatifs, se sont développées des initiatives visant à mettre en place des cours d'alphabétisation pour les migrants adultes de faible niveau de qualification antérieure surtout. La loi de 1971, qui a institué un cadre juridique pour la formation continue en France, au-delà des migrants, la formation continue en général, va peu à peu permettre de structurer ces actions et de les inscrire dans une dimension plus professionnelle, liée au développement des métiers de la formation et aussi à l'arrêt en 1974 de l'immigration libre en France.
cet arrêt de l'immigration a conduit évidemment à prendre conscience de l'installation durable d'un certain nombre de migrants sur le sol français. La formation linguistique de ces migrants se met donc en place de manière officielle dans ce cadre, d'abord financée essentiellement par un organisme qui s'appelait le FAS, Fonds d'action sociale, qui s'est appelé ensuite le FASILD, etc. Donc, cette formation, le cadre est désigné par l'État, puis à partir de la loi de décentralisation de 1982, passe sous la responsabilité de programmes plus régionalisés. Du point de vue de la structuration des actions de formation, on passe progressivement d'une organisation où les besoins sont exprimés plutôt par les organismes de terrain, les organismes de formation, à une démarche où c'est au contraire la commande publique, à partir d'une analyse des besoins généraux, qui détermine l'offre de formation. Mais jusqu'au début des années 2000, la politique de formation linguistique reste quand même en France relativement floue pour les adultes, comme sont floues les orientations en matière plus générale de politique d'immigration jusqu'à cette date. Le début des années 2000 est caractérisé en revanche par l'émergence d'une volonté de construire une politique d'immigration en France, notamment en limitant et en organisant les flux migratoires, et en matière de formation linguistique, en faisant porter l'accent sur les nouveaux arrivants. C'est ce qui débouche sur une première étape de mise en place d'un dispositif qui s'appelle le contrat d'accueil et d'intégration à partir du 1er juillet 2003, d'abord dans quelques départements à titre expérimental, avant de le rendre obligatoire au 1er janvier 2007. Alors, ce contrat d'accueil et d'intégration, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit que l'étranger, donc étranger admis pour la première fois au séjour en France, donc ça concerne uniquement les nouveaux arrivants, ou qui entrent régulièrement en France entre l'âge de 16 et 18 ans, prépare son intégration républicaine dans la société française. Là, je vous cite les termes officiels. Selon des modalités prévues par décret, l'étranger conclut avec l'État donc ce contrat d'accueil et d'intégration qui vise à instaurer entre la France et les personnes désireuses de s'y installer durablement, je cite, une relation de confiance et d'obligation réciproque. Le contrat d'accueil et d'intégration est gratuit pour le bénéficiaire, conclu pour une durée d'1 an et peut, dans certains cas, être prolongé d'une année supplémentaire. Concrètement, ce contrat est présenté aux migrants lors d'une demi-journée d'accueil sur les plateformes d'un d'une agence officielle qui s'appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, au programme de cette journée, il y a une séance d'information collective qui présente le contrat et la France à travers le film « Vivre ensemble en France ». Donc, si on a le temps tout à l'heure, je ne savais pas, mais M. Nishiyama avait un exemple de ce film. Donc, si on a le temps, on pourra en visionner quelques minutes. Donc, séance d'information collective. Ensuite, un entretien individuel avec un auditeur social de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui permet à cet auditeur de présenter en détail le contrat d'accueil et d'intégration, d'établir un diagnostic personnalisé des besoins, d'apprécier son niveau de connaissance orale et écrite du français à partir d'un test fixé par arrêté, de prescrire, si nécessaire, une formation linguistique, d'orienter, si nécessaire, le migrant vers un assistant social et de fixer avec l'intéressé les dates des formations et des sessions, donc à la fois formation civique, linguistique et vivre en France, et si le cas se présente, l'attestation de dispense de formation linguistique. C'est-à-dire que pour les migrants dont on considère qu'ils ont un niveau suffisant en langue française lorsqu'ils entrent, ils sont dispensés
de cette formation linguistique. En contrepartie, l'étranger s'engage à respecter les valeurs fondamentales de la République française et à suivre les formations qui lui auront été prescrites. Donc, l'Office d'immigration et d'intégration organise, finance et assure le suivi des formations et des prestations prescrites dans ce cadre. Quelles modalités pour ces formations ? D'abord, la formation civique, obligatoire pour tous les signataires, se déroule sur une seule journée. Elle est toujours traduite dans les principales langues des pays d'origine et elle permet aux bénéficiaires de connaître les institutions françaises et les valeurs de la République, comme par exemple l'égalité homme-femme, la laïcité, l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation, etc. Et aussi, il y a une information sur l'organisation politique et administrative de la France. Donc, la session d'information sur la vie en France peut être là aussi modulée en fonction des besoins du migrant, peut durer 1 ou plusieurs heures et elle permet d'informer les migrants sur les démarches de la vie quotidienne. Enfin, ce qui nous intéresse un peu plus, la formation linguistique. Voilà. Donc, oui, il y a d'abord un test. Si le niveau du migrant est jugé suffisant, on le dispense de cette formation. S'il est jugé insuffisant, on lui prescrit une formation linguistique d'une durée maximum de 400 heures. À l'issue de cette formation, les bénéficiaires se présentent à un examen permettant d'obtenir le diplôme initial de langue française, DILF. Ce diplôme sanctionne un niveau A1.1 du cadre européen commun de référence pour les langues, soit un niveau inférieur au premier niveau officiel de ce cadre. Et en cas de non-respect des engagements liés au contrat, le préfet, dans chaque région, peut mettre fin au contrat. Alors, les cours de français. Ces cours sont mis en place dans le cadre d'un marché public. Les organismes chargés de la mise en œuvre du dispositif développent une offre en fonction des besoins des migrants. Ainsi, les formations proposées présentent une grande diversité, à la fois de rythme, d'approche pédagogique ou d'implantation géographique. Et conformément au cahier des charges de ce marché, les formateurs doivent posséder, je cite, c'est dans le texte, une formation initiale, master de français langue étrangère ou équivalent, et ou une expérience de l'enseignement du français aux étrangers. De plus, concernant la passation du DILF dans le cadre du CAI, les examinateurs correcteurs doivent être habilités. Donc il y a quand même une volonté d'une certaine professionnalisation de cette formation. Rapidement, quelques résultats pour l'année 2007. Plus de 101 000 contrats signés et 26 000 personnes orientées vers une formation linguistique, soit environ 25% des signataires. Le taux de réussite au DILF est d'environ 90%. Alors, il me semble que ce diplôme et ce dispositif présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Intérêt de mettre en œuvre une démarche contractuelle, de reconnaître officiellement des compétences, même faibles, mais en même temps, ça peut être perçu comme un encouragement à ne pas dépasser un niveau minimal dans la langue du pays. Certains pays, par exemple l'Allemagne, pour parler des voisins, ont fait le choix d'un niveau beaucoup plus exigeant. Pour autre inconvénient, ce CAI et cette formation linguistique ne s'appliquent qu'aux nouveaux arrivants. Pour les autres, il existe des formations, mais souvent disparates, rarement financées et de qualité très inégale. Et ces formations ressemblent un petit peu à ce qui a été décrit tout à l'heure pour le Japon, c'est-à-dire qu'elles sont souvent dispensées par des formateurs bénévoles, généralement peu formés à ce type d'intervention particulier. Sinon, pour les personnes rejoignantes, c'est-à-dire le regroupement familial, la loi du 20 novembre 2007 prévoit que les personnes qui rejoignent un migrant installé en France dans le cas du regroupement familial sont désormais soumis dans leur pays de résidence, donc avant de venir en France,
à une évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République. Et en cas de besoin, elles devront donc suivre une formation avant de venir en France. Sur la qualité des formations et la formation des formateurs. Du point de vue des enseignants et formateurs qui dispensent les formations linguistiques, il faut distinguer ce qui concerne l'enseignement aux enfants, comme au Canada, ça dépend de l'éducation nationale, et ce qui relève de la formation aux adultes. Pour cette deuxième catégorie, les formations de formateurs sont assurées majoritairement par deux types de canaux. La formation initiale, qui est assurée majoritairement dans les universités, au sein d'un certain nombre de masters centrés sur la didactique du français, comme langue étrangère ou seconde. Et la formation continue, s'adressant plutôt aux intervenants salariés ou bénévoles qui travaillent déjà dans le domaine, mais qui n'ont pas toujours eu de formation préalable. Et donc, cette formation est assurée par différents organismes, publics ou associatifs. Il y a par exemple, pour ceux qui connaissent les organismes français, le CIEP, Centre international d'études pédagogiques, les centres régionaux de ressources illettrisme ou des associations. Du point de vue des différences entre ces deux types de formations, les formations universitaires sont conçues sur un temps relativement long, 1 à 2 ans, associant un volet plus académique et un volet professionnalisant, avec l'intervention de professionnels aussi dans cette formation. Il y a un stage professionnel obligatoire et la rédaction d'un rapport ou d'un mémoire qui problématise l'expérience de stage et qui opère un retour réflexif sur l'ensemble de la formation. Alors que les formations professionnelles continues sont beaucoup plus courtes, de quelques heures à une semaine, intensives et souvent centrées sur des savoir-faire précis d'ingénierie didactique, même si certaines intègrent des contenus plus généraux. Alors évidemment, l'idéal serait de combiner une formation initiale généraliste et partiellement professionnalisante à une formation continue intervenant de manière régulière. Quels critères on pourrait définir pour réfléchir à la qualité de ces formations à destination des populations migrantes? Le premier, qui est cité dans la plupart des travaux portant sur ces questions, a trait à la contextualisation de ces formations et donc à leur nécessaire diversification en fonction des caractéristiques des publics considérés, eux-mêmes extrêmement divers. Pour les traducteurs, je vais passer un petit peu parce que sinon je ne tiendrai pas dans le temps. Et donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir au profil des migrants concernés, à leur parcours et aux besoins qu'ils peuvent avoir en fonction des métiers, de la place qu'ils vont occuper dans la société française. De manière plus générale et institutionnelle, des démarches qualité ont vu le jour depuis quelque temps en Europe dans le domaine de l'enseignement des langues. Par exemple, vous avez ici l'adresse d'une association européenne pour cette question. Et ces démarches qualité soulignent aussi l'importance de cette diversification, de tenir compte des apprentissages, des besoins d'apprentissage individuels et collectifs dans la planification et la prestation des cours de langue. Elle s'appuie aussi sur quelques autres contenus déterminants, comme par exemple la définition d'objectifs adaptés, explicites et réalistes, la mise en œuvre de programmes correspondant donc aux besoins, la mise à disposition d'un personnel compétent et soutenu par des actions de formation, la mise à disposition de matériel et ressources pédagogiques adaptés et le développement de modes d'évaluation cohérents et justes. Rapidement, pour terminer, pour tenir dans les temps,
je vous propose quelques questionnements et embryons de propositions à partir de cette description de ce qui existe. Il me semble qu'une interrogation portant sur la qualité d'un type de formation pose inévitablement la question des objectifs attendus. Et il me semble, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure en réponse à mon prédécesseur, que ceux-ci ne peuvent être dissociés des finalités politiques, sociales et philosophiques qui les sous-tendent. Avant de construire un dispositif de formation en direction des migrants, il me semble qu'il faut s'interroger sur les choix opérés par la société concernant l'accueil et la place de ces migrants. Pourquoi sont-ils là ? Est-ce qu'on les perçoit comme partie intégrante de la société ou occupant une place à part ? Quels devoirs et quels droits leur fixe-t-on ? Envisage-t-on leur présence comme durable ou non ? Existe-t-il pour eux des formes de citoyenneté ou d'accès à la nationalité ? Il me semble que les réponses à ces questions donnent la possibilité de définir quelques grandes lignes en matière de politique linguistique et éducative. Dans un deuxième temps, on peut sans doute affiner la réflexion pour envisager quelques principes susceptibles de favoriser une meilleure qualité des formations proposées. Du point de vue des formations pour les migrants d'abord, inscrire leur formation dans une démarche plurilingue et interculturelle qui prenne en compte leur propre parcours et leurs connaissances antérieures comme fondement de la formation. Deuxième principe, associer étroitement formation linguistique et dimension culturelle et sociale. Troisième principe, privilégier les processus plutôt que les contenus en s'appuyant sur les représentations des publics concernés. Sur tous ces points, les approches biographiques, intégrant notamment des recours aux récits de vie, aux activités non verbales, aux démarches de type portfolio, et je cite ici un portfolio européen spécifiquement destiné aux populations migrantes, apparaissent particulièrement adaptées pour construire des formations éthiques et de qualité, associant pleinement les personnes en formation à l'évolution de leur parcours. Du point de vue des formateurs, il me semble que ça implique pour eux de s'inscrire dans le même type de démarche et de ne pas être seulement des techniciens ou des spécialistes d'ingénierie de formation, mais d'avoir développé trois choses là aussi, me semble-t-il, une connaissance et une conscience des enjeux philosophiques, sociaux, politiques et linguistiques liés au phénomène migratoire, une expérience personnelle de la décentration linguistique et culturelle, ça me semble très important pour leur propre réflexion et pour justement amorcer un travail réflexif sur cette expérience. Et enfin, une capacité à construire des programmes et des matériels pédagogiques contextualisés. Pour terminer, j'interprète donc la qualité comme nécessaire à plusieurs niveaux. Celui des connaissances et des capacités construites pour pouvoir mettre en œuvre de manière responsable et autonome des formations adaptées à la fois aux besoins de la société et au public concerné, mais aussi, et peut-être surtout, celui d'une posture nécessairement réflexive, permettant à chacun de faire l'expérience de la rencontre avec d'autres et de construire ensemble non seulement une formation, mais aussi du sens social. Merci. Arigatou gozaimasu. どうもありがとうございました。今のカステロッティ先生の報告の中で、受け入れ統合契約というのはフランスのご紹介ありましたけども、その中では移民に向けてフランスの社会制度を知ってもらうためのフランスで共に暮らすという、そういう3分くらいのビデオを移民局で見せるんですね。でちょっとそれ見ていただきたいんですけども、これは移民の方がですね分かるようにさまざまな言語でできてるんですけど、ちょっと今日見てもらうのは今お見せするのは、
英語の版を見ていきたいと思います。別にこれ観光ビデオというのではなくてですね、フランスの例えば Ce n'est pas une vidéo touristique. 地域圏の考え方がどういうのかというの C'est をまず pour 紹介して présenter les différentes régions de France, la conception qui est derrière le découpage du pays en régions. In each department, the state is represented by the prefect. The French Republic is a parliamentary democracy. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. 国会に当たる国民議会あるいは Ça, 首 c'est 相府 l'Assemblée nationale. 大統領府首相府を紹介してそういう行政の一部ですね。 The parliament, composed of the French National Assembly and the Senate, Ça, c'est passes l'Assemblée laws in the nationale. name of the French people. From the age of 18, all French citizens, both women and men, elect their 選挙 representatives 権は by 全ての universal 国 suffrage. 民の人々に開かれているということを教えるというか。The president is the defender of the values of the republic, which are freedom, equality, and fraternity. フランスの国税ですね。国税について、そしてまたその国家、ここではその国家、学校の中でいかにこう多民族が共生しているかということをアピールしていると思います。 Donc ces images montrent la cohabitation. National Day on July the 14th. 7月14日の différents 国際日、 des 国際 personnes 日 de に différentes 花火大会がある。 origines Republican values ethniques and symbols come to nationales. us from the French Revolution of 1789. This revolution, as well as the Universal Declaration of Human これ Rights, は現在のフランスの第五共和制の根拠がフランス革命の人権宣言に基づくという、そういう all men 話 are をこ born う and remain するわけ free ですね。 and equal under the law. On many public buildings, you'll read the motto of the Republic: Liberté, égalité, fraternité. 公共の建物にはこのようにその国税がこう刻み込まれているといった具合。それで今度この国税のそれぞれについて具体的にどういう場面で問題になるのかということが France guarantees freedom of thought, expression, and association, the right 時 to 間は大体 organize ま and だちょ demonstrate. っとかかるんで、じゃあ今日はこの辺りでまた次の報告に移らせていただきたいと思い Donc ま on す。 va arrêter la vidéo pour passer à l'intervention.